Cette semaine à info.tvc, c'est l'inauguration de la passerelle J-Napoléon Pérusse à Amqui. La conférence sur l'aide médicale à mourir sera présentée une seconde fois dans la Matapédia. On vous présente les nouvelles normes de consignation dans la chronique Bac pour le futur. L'émission L'Évangile Notre Espoir a fait peau neuve pour la nouvelle saison. Et le Club Lion d'Amqui a remis les profits amassés lors de son tournoi de golf à l'organisme Les Grands Amis de la Vallée. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du 6 octobre 2023 d'Info.tvc. Comme on vous l'a mentionné la semaine dernière, la nouvelle campagne de financement de la TVC est débutée. Il est maintenant possible de réserver votre calendrier à gagner 2024. Il vous suffit de remplir le formulaire que vous retrouverez sur le site Internet de la TVC, tvcmatapedia.com, sous l'onglet « Calendrier 2024 ». En plus de soutenir votre média local, vous courez la chance de gagner un certificat cadeau chez différentes entreprises et différents organismes matapédiens. Il y aura un tirage par semaine durant toute l'année 2024 et les prix varient entre 25 et 200 $. Ne tardez plus pour réserver votre calendrier. Débutons l'émission maintenant avec le segment des actualités. Voici vos actualités matapédiennes du 6 octobre 2023. Un accident s'est produit lundi soir vers 18h30 sur une route secondaire à Sébec. Un jeune motocycliste a perdu le contrôle de sa moto après avoir percuté un orignal et a subi des blessures mineures. Le jeune homme a été transporté au centre hospitalier régional de Rimouski pour traiter ses blessures. Depuis le 4 octobre, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a débuté des travaux de forage sur la route de Saint-Alexandre, entre le rang Saint-Alfred et le chemin du lac Lavoie à Saint-Alexandre-des-Lacs. Durant la période des travaux, la circulation s'effectue en alternance entre 7h et 18h, du lundi au vendredi. Les travaux devraient être complétés le 13 octobre. Soyez prudents dans vos déplacements. Au printemps dernier, les élus de la municipalité de Sébec ont adopté une résolution demandant au syndicat canadien de la fonction publique de retirer Mme Nathalie Courchaine, conseillère syndicale, de tous les dossiers de la municipalité. Suite à une plainte du syndicat des employés de Sébec, le dossier s'est retrouvé sur le bureau du tribunal administratif du travail. Comme une telle résolution est contraire au Code du travail, le tribunal administratif du travail ordonne à la municipalité de Sébec de cesser d'entraver les activités syndicales ou de s'intégrer dans celles-ci et rappelle aux élus que ce choix n'appartient pas à l'employeur, mais en exclusivité au syndicat. Dans son jugement, la juge Myriam Bédard estime que la municipalité a malgré tout contrevenu à la loi en tentant de choisir son vis-à-vis syndical et a également rejeté la demande de dommages formulée par le syndicat. Compte tenu de la dimension publique de cette affaire, la juge a ordonné à la municipalité de Sébec de transmettre sans délai, par courriel, la présente décision à tous ses salariés et de l'afficher sur son site Internet. La semaine de prévention des incendies se déroulera la semaine prochaine, soit du 8 au 14 octobre, sous le thème « Le premier responsable, c'est toi ». L'objectif de la semaine est de sensibiliser les Québécoises et les Québécois à l'importance de développer des comportements prudents en vue de prévenir les incendies. D'ailleurs, 49% des incendies qui se produisent dans les maisons sont liés à une distraction ou à une erreur humaine. Pour souligner la semaine de la prévention des incendies, les pompiers vont aller rencontrer les élèves dans les écoles primaires et débuter les visites des résidences pour la saison 2023-2024. Il y aura une journée porte ouverte à la caserne d'Amqui, située au 21 rue des Ateliers, le 8 octobre, dès 9h. Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent a lancé sa campagne de vaccination automnale contre les virus respiratoires.
Les nouveaux vaccins contre la grippe et la COVID-19 sont gratuits et fortement recommandés pour les personnes côtoyant des bébés de moins de 6 mois, les personnes résidant en centre d'hébergement et en résidence privée, les personnes âgées de 60 ans et plus, les personnes vivant avec une maladie chronique, les femmes enceintes, les travailleuses et les travailleurs de la santé et les adultes vivant en région éloignée ou isolée. Les cliniques de vaccination dans la Matapédia se situent au Centre récréoculturel d'Amqui, au CLSC de Cozapscal et à la salle communautaire de Sébec. Les rendez-vous pour recevoir un vaccin se prennent via le site Clic Santé ou par téléphone en composant le 1-866-445-0601 du lundi au vendredi. Lors du gala des prix Culture Bas-Saint-Laurent qui s'est tenu le 5 octobre dernier au Jardin de Métis, Loisirs et Sports Bas-Saint-Laurent et Culture Bas-Saint-Laurent ont décerné le tout premier prix Loisirs culturels. Le projet récipiendaire du prix est Primaire en spectacle, une initiative de l'enseignant Nicolas Damour du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais, secteur Vallée de la Matapédia. Ce prix lui a été remis assorti d'une bourse de 500 $. Les membres du jury ont souligné l'engagement de la communauté enseignante et citoyenne dans la réalisation de ce projet mobilisateur et accessible. Primaire en spectacle propose aux jeunes une opportunité unique de faire leur premier pas sur une scène et de découvrir différentes disciplines artistiques. Rappelons que le projet La Ruche créative de la bibliothèque Bertrand B. Leblanc à Lac-aux-Saumons était également en lice dans cette catégorie. Dans le cadre du programme Biblio-Qualité, l'Association des bibliothèques publiques du Québec et le réseau Biblio du Québec ont décerné à la ville d'Amqui un ruban de niveau 4 pour l'année 2022, ce qui est au-delà de la moyenne provinciale et représente une augmentation de 10 % comparativement à l'année 2021. Pour l'obtention du ruban de niveau 4, la ville d'Amqui a obtenu un résultat de 79 % aux 5 indicateurs quantifiables qui sont fondamentaux au bon fonctionnement d'un service de bibliothèque. L'objectif du programme Biblio-Qualité vise à récompenser les municipalités qui mettent des efforts et de l'investissement dans leur bibliothèque publique. Les 18 et 19 mai dernier s'est déroulé le colloque du regroupement des maisons des jeunes du Québec à l'Université Laval à Québec. Lors de cet événement, les 37 années de service de Lynne Chouinard, directrice à la Maison des jeunes de Sébec, ont été soulignées devant près de 200 coordinations et directions de maisons des jeunes. Lynne Chouinard est la 3e plus ancienne employée de toutes les maisons des jeunes de la province. Félicitations à Lynne Chouinard pour tout le travail qu'elle accomplit. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Après avoir débuté la construction de sa passerelle, aujourd'hui, la ville d'Amqui est heureuse de procéder à l'inauguration de la passerelle Gilles-Napoléon Pérusse en présence des membres de la famille Pérusse, de plusieurs partenaires du projet et des membres du conseil municipal. Bonjour, au nom des descendants du Dr Joseph Napoléon Pérusse, je remercie la ville d'Amqui pour cet honneur et légitime reconnaissance accordée à la mémoire de l'éminent citoyen qu'a été notre grand-père. Alors, chers invités, il me fait grandement plaisir d'être avec vous aujourd'hui afin de, et je dirais enfin, procéder à l'inauguration officielle de la nouvelle passerelle J-Napoléon Pérusse. Tout le monde est prêt? On va procéder à la coupe du ruban dans 5, 4, 3, 2, 1. Je suis en compagnie de la mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette. Bonjour Sylvie. Bonjour Marc. Ça va bien? Ah oui, ça va très très bien. On a une merveilleuse journée pour le merveilleux moment qu'on passait cet après-midi, surtout pour notre passerelle J-Napoléon Pérusse. On ne peut pas demander mieux. Garde, on a la totale. Justement, ça fait quand même un peu plus d'1 an là, que la passerelle est complétée.
Qu'est-ce qui a fait que l'inauguration vient aussi tardivement? Bien, c'est que la passerelle en tant que telle a été complétée en juin 2022, mais il nous restait encore à faire installer un système de lumière décorative. Alors, si les gens, puis qui a été fait en fin de compte en juin 2023, parce qu'avant que c'est Garon Électrique qui ont installé, avant qu'ils réussissent à avoir le système de lumière et que le tout puisse être installé parce que ça ne pouvait pas se faire l'hiver. Alors, c'est pour ça qu'on a attendu ce moment-là que ça soit installé. Puis si les gens viennent le soir, les lumières changent d'intensité, c'est vraiment extraordinaire. Fait que c'est ce qu'on voulait, que ça soit complet avec ce système de lumière décorative-là pour dire, bon, mission accomplie, c'est fait. Le coq sur le dessus qui a tombé quelquefois, il est à sa place. Fait que c'est ça, c'est vraiment là, complet pour qu'est-ce qu'on voulait rendre à nos citoyens. Il y a une particularité lors de l'inauguration. La famille Pérusse, les descendants de M. J. Napoléon Pérusse, ont été invités. Oui, on les avait invités. On a contribué avec eux autres. Puis, c'est la passerelle J. Napoléon Pérusse. Fait que la famille Pérusse, il ne résidait plus à Amkoui, plus dans la région de Québec. Fait que c'est ça. Fait qu'on trouvait ça important. Bien, pourquoi elle s'appelle J. Napoléon Pérusse? Fait que quand on a communiqué avec eux, puis on disait, bon, on va faire l'inauguration. Puis ça fait qu'on s'est vraiment, avec eux, voir le moment que ça pouvait se faire. Et ils étaient très heureux, je crois, d'être avec nous. Ils ont répondu présents à notre appel. Et on est très, très heureux qu'ils aient été ici. Puis je pense qu'ils sont heureux de voir la reconnaissance qu'on continue à faire. Alors, la plupart, c'est le grand-père, l'arrière-grand-père. Fait qu'ils nous ont vraiment démontré une belle reconnaissance aussi de ce qu'on fait pour M. J. Napoléon Pérusse. La passerelle n'a pas été conçue de façon à l'aveuglette, là. Il y a une raison précise de la construction. C'est quoi les particularités de la passerelle? Bien, d'abord, la passerelle, on sait qu'une passerelle, ça traverse une rivière. Hein? Ça fait que la première des choses, c'est que le ministère de l'Environnement, il faut faire très, très attention. Donc, la passerelle ne supporte pas du tout au niveau de l'eau, fait qu'elle supporte chaque côté. Et ensuite, on a travaillé avec ces ponts experts qui avaient le mandat d'ériger la passerelle. Et ils ont travaillé avec Atelier de soudure Gilles Leroy à Amkoui. Ce qu'on est très, très fiers parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs locaux. On parle de l'Atelier de soudure Gilles Leroy. On parlait tout à l'heure, l'éclairage, c'était pour Garon Électrique. Alors, ça a été des structures en fer, vraiment. Fait qu'on voit qu'elle est en fer, elle est solide. Elle n'est pas supposée de déranger, contrairement à celle de 1933 qui brassait, là. Elle ne brasse pas. Fait que c'est ça. Fait que ça a été construit ici à Amkoui, au niveau de la structure. Ça a été assemblé sur place. Fait que c'est ça, en fin de compte. Fait qu'elle est autoportante, cette passerelle. Et le toit rouge a une signification aussi, hein? Bien, le toit rouge. Amkoui, c'est la ville des... Vas-y, Marc! Des ponts, des ponts. Des ponts couverts, Marc, pas juste des ponts. Non, il faut qu'ils soient couverts. Amkoui, c'est la ville des ponts couverts. Fait qu'on a des ponts couverts, donc on a discuté au niveau du conseil. On disait, bon, ben regarde, parce que la passerelle qui était juste avant, c'était, bon, une passerelle. Fait que là, c'est sûr que ça a un coût supplémentaire, mais là, on a des gestionnaires qui ont travaillé tellement fort puis qui sont allés chercher des subventions pour nous permettre d'avoir un toit comme les ponts couverts qu'on a ici à Amkoui. Fait que c'est la passerelle J. Napoléon Pérusse avec son toit couvert. Donc, c'est plaisant parce qu'il y a des activités qui peuvent se tenir là. Le marché nomade s'est tenu là à quelques occasions. Donc, les gens sont protégés. Fait que c'est merveilleux. Et déjà, la passerelle est déjà toute jeune, mais elle a déjà gagné un prix. Vous avez reçu le prix Jacques Aymon de la Fédération des villages relais. Effectivement, en 2022, on a quand même déposé au niveau de la Fédération des villages relais le prix Jacques Aymon, qui est un prix reconnaissance qui est remis à un village relais pour un événement qui est fait là, spécial. Et en 2022, on nous a remis le prix Jacques Aymon pour cette passerelle-là. Fait que c'est notre premier prix tout de suite en 2022. Fait que... Puis c'est ça, quand le prix a été remis, j'étais lors de l'Assemblée générale à ce moment-là, lors du gala, puis je savais... Même, je te dirais que les gestionnaires m'avaient fait une surprise parce que je ne savais pas qu'ils avaient soumis la candidature. Fait que quand on a nommé la passerelle J. Napoléon Pérusse pour la ville d'Amkoui, j'étais doublement fière, vraiment. Oui, on peut être fier, puis on peut pas être gêné. Il faut être fier de l'utiliser puis de traverser
du centre-ville au secteur résidentiel? Aujourd'hui, on parle de transport actif, puis c'était plaisant parce que même durant tout à l'heure l'inauguration, on voyait des gens qui circulaient à vélo, fait à pied, à vélo, les gens qui sont en triporteur, qui sont en fauteuil roulant, les poussettes, il y a de la place pour passer, se rencontrer. Fait que c'est vraiment pour le transport actif. On parle de plus en plus que le transport actif doit avoir sa place, doit avoir un partage d'espace. Alors ici à Moukoui, comme quelqu'un disait, ça fait un beau circuit de marche, de vélo, ou surtout la marche, tu passes ici, tu passes par la rue Sainte-Ursule, la rue des Biens, tu peux passer par la rue du Port ou même le boulevard Saint-Benoît, tu reviens. Fait que c'est juste une belle marche, puis c'est extraordinaire. Et ça fait un bel endroit sécuritaire pour passer. Sécuritaire pour passer parce qu'elle est éclairée aussi le soir, la nuit. Elle est toujours éclairée. Donc, justement, comme tu dis, c'est vraiment sécuritaire pour nos citoyens, pour ceux qui l'utilisent. Sylvie Blanchette, merci beaucoup. Puis encore une fois, félicitations pour ce beau projet. Ah, bien, merci. Merci à toi, mais merci à tous ceux aussi qui ont contribué au projet, tous ceux qui y ont cru et qui nous ont permis de réaliser ce beau projet. Merci. Merci. Je suis maintenant en compagnie du député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. Bonjour, Pascal. Bonjour, Marc. Donc, tu as travaillé pour trouver du financement pour réaliser ce projet. 1,5 million du gouvernement du Québec à travers différents programmes pour financer la passerelle qui était attendue depuis 10 ans. Je suis arrivé comme député en 2012. En partir de 2013, on a commencé à y travailler. Ça prenait le bon programme, des bons promoteurs. 2 maires ont travaillé là-dessus. Pierre Damour, Sylvie Blanchette. Il ne faut pas oublier Gaétan Ruet aussi, qui a tellement travaillé sur la mémoire collective, sur les ponts couverts et les passerelles. D'ailleurs, c'est une passerelle qui ressemble à un pont couvert. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on construit des passerelles pour unir les gens. Elles sont recouvertes pour nous protéger des intempéries. On les entretient par fierté et on leur donne un nom significatif par devoir de mémoire, par gratitude. Et ça peut permettre de faire connaître le docteur Pérusse, qui était maire, chirurgien, maire d'Amqui. C'était le premier d'une série de 2 parce qu'on a eu des années plus tard Gaétan Archambault, qui était également chirurgien et maire d'Amqui. C'est peut-être une première au Québec. Donc, on a cette particularité ici à Amqui. On fait des opérations délicates à la mairie. Alors, il y a ce clin d'œil-là du passionné d'histoire de la Matapédia que je suis, d'avoir noté que quand même, c'est pas mal, 2 chirurgiens qui ont été maires d'Amqui. Comme tu mentionnais, souvent les projets, ça prend des fois plusieurs années avant que ça se réalise. Maintenant, c'est fait, on l'inaugure. Comment tu la trouves, la passerelle? Je la trouve belle parce qu'il y a plein de gens qui vont penser que c'est un pont couvert qui a été remplacé. Là, c'est vraiment une passerelle. C'est la 3e que j'inaugure dans la Matapédia pour laquelle j'ai travaillé. La première, elle est un peu plus à l'ouest de la ville. En fait, à l'est de la ville, près de... Je regarde Marc-Olivier, la première passerelle près du restaurant chez Jojo. Batamadja à Cousapscal, et celle-ci maintenant, puis une autre à Matane. Donc, j'ai l'habitude d'inaugurer des passerelles parce que j'ai l'habitude de trouver le financement pour construire des passerelles. Et c'est très beau. Ça relie 2 quartiers et c'est un beau parcours de marche. Parfois, des projets comme ça peut paraître anodin, mais c'est quand même important parce que ça contribue à l'embellissement de la ville, mais aussi ça devient un attrait. Ça devient un attrait pour permettre... D'ailleurs, moi, je ne connaissais pas beaucoup le bout de rue qu'il y avait là-bas. Ça m'a permis de le découvrir. Il y a une magnifique maison à vendre là-bas. Oui, ça permet de découvrir, de créer des parcours de marche aussi. Hein. Se garder en forme, relier 2 secteurs, un secteur commercial, un secteur plus résidentiel. Bon, pour les touristes. Alors, c'est de la fierté. Et puis ça, c'est un projet, 1,2 million, dont au moins la moitié vient de Québec, une bonne partie du fédéral aussi. Et on a d'autres projets. On en a plusieurs autres pour la Matapédia. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Puis la Ville d'Amqui s'occupe bien de ses affaires. Alors, on est en action avec eux pour annoncer d'autres choses. Le travail se passe bien. Très bien. Avec la Ville d'Amqui, toujours très bien. Pascal Bérubé, merci beaucoup. Merci. Et puis, j'invite les gens à venir emprunter cette belle passerelle. Même quand il pleut, ça peut être agréable comme expérience. Une façon de se mettre à l'abri aussi si on se fait pogner par la pluie. Oui, absolument. Je suis maintenant en compagnie de Christina Michaud, la députée d'Avignon-Lamétis-Matane-Matapédia. Bonjour, Christina. Bonjour. C'était important pour toi d'être ici à l'inauguration de la passerelle? Ben oui, j'avais hâte. Je demandais à Mme la mairesse là, quand est-ce que ça allait être l'inauguration de la passerelle. Je voulais que ça soit arrangé dans mon horaire pour être ici parce que la reprise des travaux parlementaires a été faite il y a 2 semaines. Fait que j'arrive tout juste d'Ottawa.
je voulais pas manquer ça. Amkoui, c'est ma ville. Je suis originaire d'ici. Puis comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie de l'identité de la ville, la passerelle, vraiment. Là. Puis moi aussi, je me rappelle la structure avant. Là, c'est vrai qu'on pouvait la faire swinguer un peu, la faire shaker. C'était pas comme ça, solide et beau et massif quand même. Puis ça devient pratiquement un attrait touristique pour les gens qui viennent, qui passent par Amkoui. Mais pour le quotidien des gens d'ici, c'est super. Ça relie les deux parties de la ville. C'est un peu, ça fait partie de notre run de marche, comme on dit, les gens qui prennent leur marche. Et même pendant l'inauguration, on voyait les gens qui passent en vélo avec la poussette ou seulement en courant ou à la marche. Donc, c'est vraiment un beau projet qui a été réalisé, évidemment, grâce aux gens du conseil municipal d'aujourd'hui, mais d'avant aussi. Donc, un travail quand même de longue haleine et très contente de voir qu'il y a une belle contribution du fédéral, 359 000 $. Donc, très fière de ça aujourd'hui et très contente de l'inaugurer avec les membres de la famille Pérusse parce que, faut dire que ça a été nommé J-Napoléon Pérusse, pas pour rien, parce que cet homme-là a marqué la ville d'Amkoui il y a plusieurs années. Alors, c'est une façon de le garder avec nous et de lui rendre hommage. As-tu eu la chance de connaître un peu la famille avant? Pas du tout. Écoute, c'est des belles rencontres aujourd'hui. Par exemple, des gens qui sont originaires d'ici, mais qui ont vécu la plupart de leur vie ailleurs, en ville, mais qui sont très attachés à Amkoui et qui sont très honorés que la passerelle porte le nom de leur grand-père ou, dans certains cas, arrière-grand-père. Donc, c'est une belle rencontre aujourd'hui. Oui, c'est un bel hommage aussi pour eux, pour leur grand-père. Bien, certainement. Je pense que ça a été quelqu'un de très marquant. On l'a entendu plus tôt d'un des membres de la famille. Il y avait toujours la porte ouverte pour soigner ses patients. Alors ça, c'est des choses qui restent gravées dans le cœur et dans la mémoire de bien des gens. Donc c'est un super hommage. Christina Michaud, merci beaucoup. Merci à vous. La nouvelle passerelle a été renouvelée pour remplacer l'ancienne qui était en place depuis plus de 60 ans. Elle permet la traverse du centre-ville à un secteur résidentiel. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Le 8 juin dernier, le collectif S du Québec de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité était de passage dans la Matapédia pour une conférence sur l'aide médicale à mourir. Suite à une demande, une seconde conférence sera offerte au Château Bellevue. Et j'en discute avec René Paquette, porte-parole du collectif S du Québec. Monsieur Paquette, bonjour. Bonjour Marc. Vous allez bien? Je vais très, très bien. Donc, vos conférences sur l'aide médicale à mourir ont quand même eu une certaine popularité. Ça a eu un engouement pour ces conférences-là? Bien, tout à fait. On vient de compléter aujourd'hui la 13e et on a déjà rejoint plus de 1500 personnes avec ces conférences. Et on va revenir le 27 et ça va être la 15e conférence. Et à ce moment-là, on va approcher de 2000 personnes qu'on aura rejoint au Bas-Saint-Laurent puis en Gaspésie. OK. Là, on parle du 27, c'est le 27 octobre. Donc, la conférence va avoir lieu. Est-ce que ça va être le même conférencier que la dernière fois? Oui, ça va être le même conférencier que la dernière fois. C'est l'éminent docteur Georges L'Espérance, qui est neurochirurgien à la retraite et président de notre association. Alors lui, ça va être, c'était aujourd'hui sa 104e conférence. Alors il est habitué de l'en donner, mais elle est modifiée constamment. Alors, parce que les lois, les règlements changent et ce qui fait qu'elle est toujours adaptée. Oui, et puis c'est quand même un sujet important, donc ça doit être pour ça que ça a créé un engouement, là, pour justement assister à ces conférences-là. Tout à fait. En particulier pour les gens de 50 ans et plus, pour eux-mêmes ou souvent pour leurs parents qui sont très âgés, c'est important. Et dans le fond, on veut démontrer que maintenant, grâce à la nouvelle loi, bien, il faut respecter l'autonomie de la personne. Donc, ce qui fait que la personne se voit offrir des choix médicaux, de traitement, de thérapie, et c'est la personne qui doit choisir.
Et pour ce qui est de l'aide médicale à mourir, bien, dans les soins de fin de vie, il y en a plusieurs. Si la personne satisfait des conditions, 6 ou 7 conditions, d'avoir une maladie grave, d'être en fin de vie, etc., c'est une option qui s'offre maintenant. Et c'est ça qui est intéressant. On voit souvent des gens qui ont dit, bon, ben, on est allé veiller ma mère à l'hôpital pendant 4 jours, on s'est relayé, etc. Alors, dans un cas comme l'aide médicale à mourir, bien, la personne, c'est elle qui le décide, puis c'est elle qui choisit. Moi, ça va être tel jour à telle heure. Donc, les gens n'ont pas besoin de veiller la personne pendant 3-4 jours. Et on dit, bon, bien, c'est telle date à telle heure. Alors, les proches, ceux que la personne veut avoir, peuvent être là. Et c'est beaucoup plus intéressant à ce moment-là. Et beaucoup plus aidant aussi pour les proches. Et comment va se dérouler la conférence? Alors, la conférence va se dérouler par une présentation du docteur L'Espérance qui dure environ 55 minutes. Alors, on fait une pause café d'une quinzaine de minutes et après ça, c'est la période de questions. Et toutes les conférences qu'on a faites ici, il y a tellement d'engouement et de questions. La période de questions est aussi longue que la conférence elle-même. Alors, on commence à 13h15, vendredi le 27. Alors, on va aller probablement jusqu'à 15h15 avec les questions. Oui, j'en doute pas. Les gens doivent avoir beaucoup de questions sur le sujet, là. Puis c'est un sujet personnel et c'est ça que je dis aux gens. Jusqu'à l'épuisement des questions du docteur, mais des fois, la conférence est terminée, la période de questions est finie, et il y a des gens qui vont le voir personnellement pour des choses plus intimes. Alors, il répond à toutes les questions. Ah. Et comment ça fonctionne si on veut assister à la conférence? Alors, nous, comme collectif, on est tous des bénévoles. Le docteur aussi est un bénévole. Et c'est fondamental, l'admission est toujours gratuite. Okay. Cependant, les gens qui veulent nous encourager, on demande une contribution volontaire, ou on demande aux gens, bien, ceux qui voudraient se joindre à l'association, on est environ 1000 membres actuellement, puis on veut augmenter le nombre de membres. Alors, quelqu'un veut devenir membre, alors il peut s'inscrire sur place là, pour quelques dollars et devenir membre. OK. Et donc, il faut quand même qu'ils réservent leur place, parce que je pense que les places sont limitées. Oui, c'est ça quand même. La salle au château est limitée. Alors, probablement que la moitié de la salle, ça va être des résidents. Mais pour l'autre moitié de salle, le grand public est bienvenu. Il s'agit de réserver, en appelant au château, la personne qui est responsable des loisirs, Martine, et de réserver sa place. Alors, quelqu'un peut appeler et se dire, ben écoute, on va être 3 personnes, mon nom est un tel, puis je donne mon numéro de téléphone. Et normalement, ils vont faire un rappel 24 ou 48 heures avant pour rappeler aux gens, n'oubliez pas votre conférence. Et là, vous me disiez, avant qu'on commence l'entrevue, que c'était une première de faire la conférence dans une résidence. Oui, c'est ça. On a fait ça dans des salles de clubs de 50 ans et plus, dans des salles communautaires ou municipales. Et pour la première fois, c'est vraiment les gens de Château-Bellevue qui nous ont appelés. Alors, il y avait quelqu'un de l'équipe qui était venu à la conférence au mois de juin. Reviendrez-vous chez nous? Et nous, des grandes conférences comme ça, en 2023-2024, on en fait à peu près 2 par MRC. Alors, de l'Apocatière aux îles-de-la-Madeleine, il y a exactement 14 MRC, donc ça serait la 2e et probablement la dernière ici dans la MRC. OK. Y aurait-il une possibilité s'il y a des demandes qu'il y en ait plus ou c'est pas prévu au programme? C'est-à-dire que ce qu'on veut aussi offrir, on est prêt à offrir des ateliers conférences. Okay. Alors, notre grand conférencier n'est pas là, mais on a une équipe aguerrie d'animateurs, de gens retraités du réseau, et on a toujours, en général, quelqu'un du milieu qui vient faire un témoignage parce qu'il a accompagné quelqu'un. Alors ça, c'est pour des plus petits groupes de 10 à 20 avec des échanges. Alors que ce qu'on parle de la conférence du 27, bien, on divise en 2, d'abord la conférence et la période de questions après. Tandis que dans le cadre d'un atelier, bien,
c'est vraiment interactif tout le temps. Et là, vous disiez que c'était des contributions volontaires. L'argent ramassé, j'imagine, c'est pour vous aider dans vos dépenses pour l'organisation des conférences? C'est ça. C'est pour les frais de déplacement, de restauration, d'hébergement. Alors, cette semaine, on était au Kamouraska, à Matane, Sainte-Anne-des-Monts, Bonaventure, et plus tôt ce matin, on était à Pointe-à-la-Croix. Alors, c'est ça. C'est pour ces frais de dépenses parce qu'on est tous des bénévoles, il n'y a pas de salaire là-dedans. Donc, tout à fait. René Paquette, merci beaucoup de votre passage puis de nous permettre de profiter d'avoir ces conférences-là, qu'on puisse pouvoir assister justement à cette conférence-là, parce que c'est quand même des sujets, c'est un sujet important. Bien, je vous remercie beaucoup de nous donner le temps là, de pouvoir parler à vos auditeurs. Merci beaucoup. Merci. Si vous voulez assister à la conférence sur l'aide médicale à mourir qui sera présentée le 27 octobre au Château Bellevue à 13h15, vous devrez réserver votre place en composant le 88 629 4623 poste 621. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. On a une nouvelle chronique à l'émission sur le sujet des matières résiduelles. Celle-ci s'intitule « Bac pour le futur ». Et pour cette première capsule, on discute de la modernisation de la collecte sélective et de la consigne. Pour cette nouvelle chronique, je serai en compagnie de Vincent Dufour, qui est directeur général des matières résiduelles de la Matapédia et de la Métis. Bonjour Vincent. Allô. Ça va bien? Ça va très bien, oui. Donc, comme je l'ai mentionné, aujourd'hui, on parle des changements qui ont été apportés au sujet des collectes sélectives et de la consigne. Bien, effectivement, deux grosses modernisations que le gouvernement du Québec a mis en place au niveau des matières recyclables, les deux. Premièrement, la collecte sélective. Gros changement qui a eu lieu. Collecte sélective, comment ça fonctionne actuellement? C'est que toi, moi, les gens qui nous écoutent, quand on achète, par exemple, une boîte de céréales, il y a un montant de notre boîte de céréales qui s'en va, que l'entreprise qui met en marché la boîte de céréales paye à Éco-entreprise Québec. Éco-entreprise Québec donne l'argent à Recyc Québec. Recyc Québec donne l'argent aux municipalités pour que les municipalités mettent en place un système de collecte et de traitement des matières recyclables. Okay. Donc, présentement, c'est le système qui est en cours. La modernisation, où est-ce que ça touche? C'est que l'industrie devient à 100% responsable des matières. Et là, quand je dis l'industrie, en fait, eux se sont nommés un organisme de gestion qui est Éco-entreprise Québec, qui est le même organisme que dans le modèle actuel. Okay. Sauf qu'Éco-entreprise Québec ne donne plus l'argent à Recyc Québec. Éco-entreprise Québec met en place le système pour la collecte et le traitement. Ça, ce que ça veut dire, c'est que nous, les municipalités, donc via nos taxes, par exemple, on ne payera plus pour le traitement. Ça veut dire que les entreprises vont être responsables du traitement, de la fin de vie de leurs produits. Donc, en même temps, sont responsables, je mets un produit en marché, je suis responsable de sa fin de vie, du berceau au tombeau là, qu'on utilise comme expression. Okay. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, surtout que, comme ça, l'industrie ne peut plus juste se laver les mains en disant « Ah, c'est les contrats municipaux et tout ça. » Non, ils sont responsables. La partie où là, ça vient changer notre façon de fonctionner, c'est que le traitement est repris par l'industrie et la collecte, eux, ils ont dit « Bien, les municipalités, vous faites déjà bien la collecte. Vous allez continuer à faire la collecte du bac bleu, des matières recyclables, puis on va vous compenser pour ce service-là. » Par contre, ils sont arrivés avec des modalités, évidemment, avec toute entente. Ils sont arrivés en disant, « Bien, écoutez, on va faire une entente avec les municipalités, mais on ne fera pas 1000 contrats là, avec les municipalités au travers le Québec. On va en faire une centaine. » Donc, ça implique des regroupements. Et là, c'est là qu'ils sont arrivés en disant, « Vous allez vous regrouper par MRC, par région, par... » Et nous, dans notre situation, sont arrivés en disant, « Bien, vous, dans la Matapédia et la Métis, vous avez déjà une régie intermunicipale. Pourriez-vous regrouper au niveau de la régie intermunicipale ou au niveau des MRC? C'est à vous de choisir. » Et c'est là que ça nous a impacté, c'est que là, nous, face à ça, l'année dernière, les élus ont décidé, bien, on va faire une étude, voir est-ce qu'on regroupe, parce que tant qu'à regrouper une des collectes, de faire un des contrats d'appel d'offres, est-ce qu'on regroupe toutes les collectes, le bac à déchets et le bac brun également. Et j'imagine que ça revient moins cher de tout regrouper aussi. Exactement ce que l'étude a conclu, une étude faite par une firme indépendante. Et donc, les élus ont pris la décision de tout regrouper. C'est le processus dans lequel on est actuellement.
Donc, ce qui est prévu, c'est que pour 2025, la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis va prendre en charge la collecte au niveau de la Matapédia et de la Métis. La Régie qui présentement a une entente de traitement n'aura plus d'entente de traitement, va se faire dire vous allez à tel centre de tri pour votre bac bleu, qui risque d'être le centre de tri de Montjoly, celui actuellement. OK. Et donc, à partir de ce moment-là, et tout ce qui est le bac bleu, en fait, va être compensé à 100%. Donc, OK. c'est seulement qu'on va avoir une entente avec Éco-entreprise Québec, mais c'est l'industrie. L'industrie va être responsable du taux de contamination, va être responsable, va nous compenser pour qu'on fasse de la publicité, pour informer les gens. Il va avoir une charte au niveau du Québec en entier. Partout au Québec, ça va être exactement les mêmes matières qui vont être recyclables. Donc, c'est quand même un gros changement. Là. Ça fait des mois et des mois qu'on travaille là-dessus. Là. On commence à être bien fatigué, on a hâte que ça se réalise. Ben, le changement, ce que je comprends surtout, c'est au niveau de la gestion, qui va le gérer puis comment ça va être géré. Exactement. Mais que ça soit mis en place, probablement, ça va être plus efficace, ça va être plus facile. Mais là, présentement, on est dans la transition. Et une transition, c'est pas toujours... ça se fait pas toujours super bien. Mais là, présentement, c'est quand même... On a des bonnes discussions, les municipalités, l'industrie. C'est sûr que nous, notre idée, c'est qu'il faut que ça coûte $0. C'est l'industrie qui est responsable. Il faut que ça coûte le moins cher possible aux citoyens. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille avec l'industrie. Et ce changement-là, c'est plus vous que ça affecte. Le citoyen, ça ne rendra pas vraiment compte. Là, va avoir la même collecte. Probablement qu'on va uniformiser les choses. Par exemple, les numéros de téléphone à appeler pour dire « Hey, mon bac n'est pas passé », des choses comme ça. On va essayer de travailler de façon à simplifier la vie aux citoyens, étant donné qu'on fait un regroupement. Mais ça va tout être dans les prochains mois qu'on va travailler là-dessus. Là où ce que ça nous touche, c'est pas au niveau de la gestion, mais c'est au niveau de la récupération et tout. Parce qu'il va y avoir des changements au niveau de la consignation. Là. Fait qu'il y a des choses qu'on va pouvoir récupérer qu'on ne pouvait pas. C'est ça? Bien, exactement. Puis, en fait, dès le 1er novembre prochain, là, je ne vous parle pas en 2025, 1er novembre prochain, ça nous touche. Ce qui arrive, c'est que les canettes, les contenants et tout ça en verre, on en récupère à peu près 1,5 million de tonnes présentement, 1,5 million de contenants présentement au Québec. C'est une possibilité de 4 millions. OK. Et là, l'enjeu de ça, en fait, c'est que quand on le met au recyclage, c'est pas tout le temps bien. Tu sais, les contenants de verre, par exemple, vont se briser, des choses comme ça. Des fois même, vont contaminer d'autres matières. Beaucoup de gens qui mettent encore ça à la poubelle, des choses comme ça. Tandis qu'un système de consigne permet un meilleur taux de récupération. Et donc, le gouvernement dit, bien, on va miser là-dessus, on va mettre que tous les contenants de 100 ml à 2 litres vont être consignés. Et c'est là qu'on est rendu, c'est qu'il va y avoir la première phase de cette modernisation-là, de la consigne, qui commence le 1er novembre prochain, où tout ce qui est les canettes en aluminium vont devenir consignées. OK. Les canettes qui sont maintenant à 5 cents vont devenir 10 cents, mais s'il y a des canettes à 20 cents, ils vont devenir 10 cents également. Fait que si vous avez des canettes à 20 cents, vous allez avoir jusqu'au 15 novembre environ pour pouvoir aller les rapporter pour avoir votre 20 cents, sinon ils vont être 10 cents après. Ça, c'est le premier message important. Mais l'autre côté, ça, le 5 cents va devenir 10 cents. Fait qu'il y a un équilibre à quelque part qui se fait pareil. Là. Exactement. Et puis, ça va devenir un peu plus logique. Je vais donner un exemple. On prend une canette d'eau pétillante, puis on prend une canette de Coca-Cola. Les deux, c'est des boissons qu'on boit. Il y en a une qui est consignée, la canette de Coca-Cola, et la canette d'eau pétillante ne l'est pas. Et là, c'est ça qui va aller, c'est de dire, au lieu d'y aller avec... selon ce qu'il y a dans le contenant, selon le contenu, on va y aller avec le contenant. C'est ça qui va être consigné. Fait que ça soit de l'eau et autres. Et pour la première phase, ça va être vraiment des canettes. Fait que si vous avez des canettes présentement, ben, c'est libre à vous, mais vous pouvez continuer à les mettre au bac bleu, mais à partir du 1er novembre, ça va être consigné, ces canettes-là. Là, comme tu mentionnais, les canettes sont toutes faites pareilles. C'est juste à cause de ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui faisait qu'il y en a une qui était consignée et que l'autre ne l'était pas? C'est que le système en place actuellement, en fait, le premier système qu'il y a, c'est les bouteilles de bière. Lui est vieux. C'est un système de consigne qui sert à reprendre les mêmes bouteilles de bière, les laver et autres, là, avec les chaînes de distribution. Mais au niveau des canettes, c'est que c'est les boissons gazeuses, en fait, qui ont décidé dans les années 80 on va mettre que ça va être consigné. C'est pour ça que les boissons gazeuses, actuellement, étaient les seules qui étaient consignées. Okay. Et maintenant, on va élargir ça. C'est pour ça qu'on parle d'un élargissement de la consigne. On va élargir ça à toutes les autres consignes. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça, c'est pour le 1er novembre. Il va y avoir une deuxième phase également. Pour le 1er mars 2025, où là, on va inclure tout ce qui est les contenants de lait, de jus, les vins, les spiritueux, tout ce qui va être en verre, en plastique, en Tetra Pak et autres, tant que c'est un contenant de prêt à boire, donc c'est une boisson qu'on peut boire, de 100 ml à 2 litres,
ça va être consigné à partir du 1er mars 2025. Ah, mais ça, c'est intéressant aussi, là. Ça va être intéressant, mais il va falloir penser à notre logistique des choses et qu'on va acheter, par exemple, des cartons de lait et autres, puis quand on va retourner à l'épicerie, il va falloir ramener nos cartons de lait. Ça va être une autre façon de faire les choses. Ça va être de s'habituer. Ça va être de s'habituer. Puis là, ce qui va être à surveiller également, puis même pour le 1er novembre, j'ai hâte de voir, ça va être où vont être les points de dépôt. Présentement, ce qui est prévu pour le 1er novembre, c'est les points de dépôt actuels, on va dire, par exemple, même les dépanneurs et autres vont demeurer des points de dépôt, mais il va y avoir une transition jusqu'au 1er mars. Et là, c'est en fonction de la superficie de l'établissement qui vend les produits. À partir d'une certaine superficie, on est obligé d'être un point de dépôt ou d'en avoir un dans un rayon de 5 km. Et là, sans rentrer dans les détails, ça peut jouer beaucoup de choses dans la région. Est-ce qu'on va se retrouver avec juste un point de dépôt unique, par exemple, à Amqui, où est-ce que ça va être les épiceries? Ça va être... Parce que les épiceries, d'après moi, ça va être assez grand, ça va devenir un point de dépôt. Les épiceries ont une assez bonne grandeur. Est-ce que les SAQ vont être mis à contribution? On sait que les SAQ, quand on parlait de la consigne au niveau des bouteilles de vin et autres, étaient souvent interpellés en disant, puis en plus, c'est une société d'État, devrait faire la bonne action, être un point de dépôt, mais en même temps, ça forcerait tout le monde à aller à la SAQ pour aller rapporter ses contenants. C'est ça qui va être à voir, mais c'est sûr que ça va changer nos habitudes. Oui, comme dans n'importe quoi, à un moment donné, il faut juste savoir se réhabituer, mais tout installer ça aussi, ça va demander du temps aussi. Oui, là. Ce qui est prévu, en fait, c'est du dialecte des machine gobbers. Donc, ça se fait dans des pays d'Europe, entre autres. J'ai vu des vidéos dernièrement sur Internet où les gens arrivent avec un sac pêle-mêle, puis ils vident ça dans une machine gobbers, puis la machine, elle ramasse toutes les... Elle va te dire à la fin combien il y avait dans ton sac. Je sais pas si c'est ce genre de technologie-là, mais c'est un peu comme ça qu'ils parlaient. Mais ça va être intéressant à suivre. J'ai hâte de voir. Mais on se rappelle, le but de la consigne, c'est que ça soit un tri à la source. Puis un meilleur tri à la source égale un meilleur taux de recyclage. Donc, l'optique est toujours une optique environnementale. Donc, le geste qu'on va faire, on ne le fait pas pour rien, on le fait pour améliorer le taux de recyclage de ces contenants-là. Puis notre bac de récupération qu'on a à la maison, est-ce qu'il va y avoir des changements ou on continue à mettre les mêmes choses dedans? Évidemment, ce qui est consigné n'ira plus dans le bac bleu. Ça va être consigné. Mais sinon, c'est pas des gros changements. Ce qui va être intéressant au niveau du bac bleu, en fait, c'est que la loi prévoit dans le temps de rajouter certaines matières. Par exemple, en 2027, il prévoit qu'on va pouvoir mettre du styromousse dans le bac bleu. Là, ça va être à suivre, voir comment ça va vraiment aller par rapport à ça, parce que le styromousse, si tu ouvres un emballage qui a beaucoup de styromousse, tu vas comprendre que ton bac bleu se remplit très vite. Donc, on va voir comment ça va aller avec ça. Mais c'est un gros chantier qui est en place. Ça va être intéressant à suivre. Puis là, les premiers jalons commencent à se mettre. Oui, je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est d'y aller une étape à la fois aussi. Exactement. Pour les usagers. Il faut s'adapter. Fait que un changement à la fois, mais je pense qu'on s'en va vers une bonne direction. On s'en va... Et vous allez suivre ça. D'ici le 1er novembre, vous allez voir des publicités partout. Vous allez en entendre parler. C'est sûr et certain. Donc, vous allez être au courant. Peut-être c'est la première fois que vous en entendez parler, mais c'est pas la dernière. Non, c'est ça. Mais là, on va le savoir. Fait qu'on sait qu'on va surveiller les publicités puis on va surveiller le début de tout. Exactement. Vincent Dufault, merci beaucoup. Merci. C'est vraiment... on a bien hâte de voir la suite des choses pour on va faire le suivi. Exactement. Merci. L'information discutée aujourd'hui est accessible sur le site Internet de la Régie intermunicipale des matières résiduelles de la MRC de la Matapédia et de la Métis à écorégie.ca. Pour contrer le manque d'informations locales, pour sensibiliser la population, pour mettre en valeur le savoir-faire régional, pour divertir la population, pour être accessible, à la portée de tous et proche des gens, pour que nos histoires soient relatées et racontées pour les gens qui ne peuvent se déplacer. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, vos 8 télévisions locales existent pour vous. Car vous, c'est nous. Depuis le 30 septembre, c'est le retour de l'émission L'Évangile, notre espoir. Si vous avez écouté, peut-être que vous avez remarqué des changements. Vous avez bien vu. Et on va discuter de ces changements-là avec le pasteur Denis Lavallée du Centre chrétien d'Amqui. Bonjour Denis. Hey, bonjour Marc. Ça va bien? Ben oui, t'as passé un bel été? J'ai passé un bel été. Et puis oui, je me suis reposé.
C'est ce qui était nécessaire. Ah oui, ça fait du bien, hein? Puis le soleil en ce temps-ci, c'est merveilleux. Ouais, on a encore des belles journées. Ah oui, c'est super. Ça fait du bien. Là. Fait qu'on fait encore le plein d'énergie. Absolument. Quand on va tomber dans les journées plus sombres, Et voilà. on va... Comme je mentionnais, tu es revenu avec l'émission L'Évangile, Notre Espoir. Ça fait déjà combien de temps que tu nous proposes cette idée? Écoute, ça a commencé après la pandémie. Qu'on m'a proposé de venir pour avoir cette fenêtre là, de l'Évangile dans les studios. Et j'ai fait une petite pause à cause de la santé, mais nous revoilà en train de pouvoir produire des nouvelles émissions. Et bien hâte de pouvoir reprendre cette dynamique-là d'annoncer la bonne nouvelle et rehausser l'espoir pour les gens qui nous entourent. Tout à fait. Et comme je mentionnais, tu as apporté des petits changements, tu as donné un petit vent de renouveau à ton émission. Tu peux-tu nous en parler un petit peu ce que tu as changé? Oui, écoute, le décor un peu. Tu sais que moi, on apprend à être un petit peu mieux dans nos présentations. On espère que ça va plaire au public et avec les thèmes aussi qui vont être vraiment d'actualité en ce qui concerne cette saison ici sur l'Évangile Notre Espoir. Là où on a commencé depuis quelques années, on va avoir une série sur le pardon, le pratiquez-vous. C'est une chose d'entendre le pardon, mais de le vivre concrètement dans nos familles, dans nos relations. C'est là que je m'arrête pour expliquer aux gens l'importance de cette... moi, je l'appelais tout de suite la clé de libération dans nos relations. Ça fait qu'on va passer tout l'automne en parlant de l'importance du pardon et aussi, on veut faire suite à ces séries d'études. Le 18 novembre, on va avoir une personne qui va venir nous parler à notre déjeuner de l'espoir, le 18 novembre, sur le pardon. Et comment elle a vécu, cette personne-là, après des traumatismes. L'importance dans sa vie sur le pardon. Et si à ne pas manquer, je vous assure, c'est quelque chose à expérimenter, le pardon dans notre vie. Donc, c'est quelque chose qui est très important, mais qui n'est pas facile à faire. Donc, c'est une bonne idée d'apporter ce sujet-là. Là. Souvent, la difficulté, c'est comment on pardonne. C'est difficile. Là. Oui. Et bien, c'est bien de savoir, et je vous dis ça bien rapidement dans ce jour-là, le pardon est vertical, mais le pardon est aussi horizontal. Et quand on le met en pratique dans notre vie, c'est très, très libérateur pour notre esprit. Et Dieu sait comment est-ce que des gens sont accablés face à toutes sortes de relations et qu'il y a toutes sortes d'émotions qui s'élèvent dans des relations. Et quand il y a un manque de pardon, ça met tout de suite une tension dans les relations. Et Dieu a une solution si merveilleuse à ceux qui vont nous écouter pour justement comprendre ce que c'est le pardon de Dieu et le pardon que je peux donner aussi. Donc, à suivre, on va pouvoir... On va être au courant de tout ça dans les prochaines semaines. Il y a une nouveauté aussi que je veux qu'on discute. C'est comme un peu un dérivé de l'Évangile Notre Espoir. Ça va parler d'une nouvelle approche, les familles bibliques. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui. On a un spécialiste qui va nous préparer une chronique d'environ 10 minutes sur les familles bibliques. Et je dois vous dire que les familles bibliques sont d'actualité d'une façon exceptionnelle. Je vous donne un exemple, la famille d'Abraham, qui, sa famille a été une famille reconstituée. Et pourtant, c'est le Père de la foi qui nous a amené tellement de belles révélations de la part de Dieu. Puis, on va entendre aussi les familles du roi Saül, les familles du roi David, Salomon, et des familles dans le Nouveau Testament aussi, la vie de Jésus aussi. Comment il a vécu son enfance et
toutes ces choses-là. C'est prometteur vraiment pour que les gens puissent se retrouver un peu dans leur rôle de parents aujourd'hui et avoir des solutions à la vie familiale pour la suite de leur relation et leur vie spirituelle aussi dans la vie familiale. Bien justement, pour leur donner un petit avant-goût, on va aller écouter un extrait d'une de ces chroniques. Puis on revient tout de suite après. Caïn commet le premier meurtre de l'histoire en tuant son frère. Comme vous pouvez voir, la première famille, Adam et Ève, c'est Dieu qui les a créés dans le jardin. Et ensuite, qu'est-ce qu'on découvre? C'est qu'ils sont chassés du jardin. Et les enfants arrivent, on ne sait pas s'ils sont avant ou après, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont eu 2 fils, Caïn et Abel. Caïn, un cultivateur, un homme qui travaillait la terre, et Abel, un berger, qui lui gardait des moutons. Et on voit qu'à l'intérieur de la famille, il y a des secrets. Donc, on espère que le petit extrait qu'on a présenté là, va donner le goût justement aux gens d'en savoir un peu plus et de suivre ces capsules qui vont être diffusées là, sur nos ondes aussi. Oui. Et puis, avant de terminer, j'aimerais qu'on revienne sur les activités spéciales. Tu as déjà commencé à parler un peu de ton déjeuner de l'espoir. Oui. Il va sûrement en avoir d'autres aussi. On en a eu un le mois de septembre, le 16, et le prochain, c'est le 18 novembre. Oui. Mais aussi, on aura un banquet de Noël le 17 décembre, où on invite les gens à venir déguster un plat avec nous, à avoir une présentation des fêtes, présentation de Noël, les valeurs spirituelles de Noël, l'importance de la naissance de Christ. Et on met en valeur le roi qui est venu dans ce monde. Et on veut que les gens sachent que il y a une raison pourquoi Noël existe. C'est que Dieu a donné un cadeau. Et nous, on veut en donner des cadeaux aux gens aussi qui viennent nous voir et de pouvoir célébrer la naissance de Christ le 17 décembre. Oui, puis une belle façon aussi de se rassembler pour le faire ensemble, en commun. Hein? Oui. Puis de partager un repas aussi ensemble durant cette célébration. Fait que des belles activités à suivre. De toute façon, on va pouvoir avoir toutes ces informations-là aussi. En vous suivant sur Internet, vous avez une page Facebook? Oui, on a une page Facebook, le Centre chrétien d'Amqui. D'accord. Toutes les informations vont être là, ceux qui veulent avoir plus de détails. Oui. Parfait. Merci beaucoup, Denis, de ton passage. Puis merci de nous faire tout ce bien et de nous aider à garder le droit chemin. Merci à vous. Merci à votre dynamisme et votre fenêtre ouverte comme ça pour pouvoir communiquer la bonne nouvelle dans notre belle région de la Matapédia. Merci. La diffusion de l'Évangile Notre Espoir se fait les samedis et dimanches à 8h30. Si vous n'avez pas accès au câble avec Cogeco, donc vous n'avez pas accès à TVC de la Matapédia, vous pouvez voir toutes nos émissions par l'entremise de notre chaîne YouTube. Je suis à l'Hôtel Gagnon d'Amqui où il y a une cérémonie qui est organisée par le Club Lion d'Amqui qui vont remettre un montant d'argent à l'organisme Les Grands Amis de la Vallée. Ce montant a été ramassé suite à une campagne de sociofinancement, une activité plutôt. Alors, je vais aller rejoindre les personnes concernées. Je suis en compagnie du président du Club Lion, André Guénette, le secrétaire Michel Lapierre, ainsi que de la directrice des Grands Amis de la Vallée, Valérie Gagné, et le président du conseil d'administration, Pierre-Luc Dedoncourt. Bonjour à vous quatre. Bonjour. On est ici aujourd'hui parce que le Club Lion va remettre un montant d'argent aux Grands Amis. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire quelle activité vous avez fait pour ramasser l'argent? Bien, l'argent des Grands Amis, ça provient du tournoi de golf du Club Lion d'Amqui, qui était anciennement le tournoi Sébastien Caron, que le club a repris depuis cette année. Alors, et on s'était engagé à ce moment-là, comme le faisait l'ancien tournoi, de donner 50 des profits ou de la profitabilité au Noël du Bonheur. Et ce soir, on tient parole, on donne le 50 qu'on avait prévu donner aux Grands Amis. Et ce tournoi-là, il s'est déroulé quand? Le 16 juin. Alors, ça a été un tournoi, vraiment un beau tournoi. On a eu une belle participation. Puis j'en profiterai pour remercier les commanditaires, les joueurs, les gens du Club Lion qui ont travaillé très fort pour préparer ce tournoi-là.
Et tous les gens, tous les bénévoles qui ont participé à ça, les grands amis qui nous ont donné aussi des idées pour notre tournoi. Alors, ça a été vraiment une belle réussite. Oui, vous avez eu beaucoup de monde, je pense, hein? Un franc succès sur toute la ligne. Au point de vue monétaire, participation. On est un des tournois au club de golf qui a eu le plus de participation cette année pour ce tournoi-là, pour notre première édition du Club Lion. Est-ce qu'on sait à peu près combien de personnes ont participé? On avait 112 personnes, plus 152 personnes qui ont assisté au souper. Quand même, c'est Très bon. Oui, Très bon. succès. Alors maintenant, on peut peut-être dévoiler le montant que vous allez donner aux grands amis? Alors, c'est un montant de 6 000 $. Wow, bravo, bravo. Et puis, je vais me tourner vers, justement, les grands amis qui vous recevez ce beau montant aujourd'hui. Comment on reçoit ça? Écoutez, c'est une excellente nouvelle. C'est la grande partie du financement qui va permettre, en effet, de réaliser le Noël du bonheur en décembre prochain. Le Noël du bonheur, c'est entre 150 et 200 enfants de milieux en situation de vulnérabilité. Donc, ça peut être des milieux défavorisés, ça peut être pour une situation X qui, là, il n'y aura pas la magie de Noël. Fait que cet événement-là va permettre à ces enfants-là de vivre la magie du temps des fêtes en décembre prochain. Fait qu'un immense merci au Club Lion de nous permettre cette réalisation-là. Je sais que vous avez travaillé fort. Ça fait plusieurs années qu'on parle de ce tournoi de golf-là. Il y a eu la pandémie qui a fait en sorte que ça nous a mis des bâtons dans les roues, mais vous y êtes arrivés. Fait qu'un immense merci au nom des grands amis, mais aussi au nom des jeunes qui vont recevoir un cadeau de la part du Père Noël en décembre. Et habituellement, le Noël du bonheur, ça vous a aidé combien d'enfants? Bien, c'est ça, c'est variable d'une année à l'autre, là, mais dans nos bonnes années, c'est entre 150 et 200 enfants qu'on peut rejoindre, là. Et c'est tous des enfants qui nous sont référés, donc on est certain là, que c'est des enfants qui sont dans le besoin. Fait que c'est quand même beaucoup. Oui. Quand on parle de plus de centaines d'enfants, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de familles qui ont besoin de soutien dans le temps des fêtes. Bien, on le sait que dans la Matapédia, on est quand même un milieu là, plus défavorisé que dans bien d'autres régions. Fait que ça parle quand même, effectivement, quand on a autant d'inscriptions. Fait que c'est d'autant plus important qu'il y ait des organisations comme le Club Lion d'Amkoui qui soient là pour nous supporter là, dans la réalisation d'événements comme ça. Tout à fait. Pierre-Luc, tu veux rajouter quelque chose? Bien, Valérie a pas mal tout dit, mais je voulais vraiment remercier moi aussi là, les Lions. Là, on a vraiment eu une superbe collaboration. Puis c'est même inespéré parce que, comme Valérie le disait, là, on a eu certains enjeux de difficulté dans les 2-3 dernières années à aller chercher le financement. Fait que c'est un 1000 fois merci. Là. Les enfants vont apprécier tout cela. Puis et on est extrêmement contents. Puis avec ce beau montant-là, vous allez pouvoir faire encore beaucoup d'heureux cette année? Bien oui, effectivement. Puis, tu sais, on tient à préciser que la somme totale, ça va vraiment au Noël du bonheur, là. Fait que ça va être notre engagement pour cette année puis pour les années à venir aussi. Fait qu'une belle association qui n'est pas près de se terminer? Non. Et je voudrais dire que le deuxième tournoi de golf du Club Lion revient le 14 juin de l'année prochaine. Alors, le 14 juin, ce sera la deuxième édition du tournoi pour aider le Noël du bonheur. Donc, c'est déjà décidé, ça revient l'année prochaine. C'est déjà annoncé. C'est pas mort. Là, je vois qu'il y a le chèque qui s'en vient, donc on va pouvoir procéder à la remise du chèque. Voilà. C'est un montant de 6 000 $ qui a été remis aux grands amis de la vallée. Et cet argent va servir pour le Noël du bonheur et faire plein d'enfants heureux pendant le temps des fêtes. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 6 octobre d'Info.tvc. Merci d'avoir été à l'écoute. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Causa-Piscale. Ne manquez pas le télébingo ce dimanche à 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur blanche. Dans quelques instants, c'est l'émission X à danse. Ce sera la deuxième partie du Béringué qui vous sera présentée. Moi, je vous retrouve vendredi prochain pour une autre édition d'Info.tvc. Profitez de cette fin de semaine de 3 jours de l'Action de grâce et soyez prudents. Bonne semaine!